Merci Liane pour l'introduction. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez sensible dans notre domaine, les services de détection. Je pense que vous savez un peu tous ce que c'est, l'utilisation de CM, DR, XDR, MDR, peu importe, l'outillage à des fins de détection d'incidents de sécurité. Et on a toujours eu une problématique sur comment être sûr que son service de détection est efficace. Et la réponse, finalement, elle peut passer par plein d'objets usuels, mais on va essayer d'avoir une nouvelle vision un peu pragmatique, un peu scientifique sur ce domaine-là, qui n'est pas finalement si simple que ça, et c'est le sujet qu'on va aborder. Du coup, j'avais prévu de faire l'intro, mais merci pour l'intro. Donc, Mouedine Abache, effectivement, je suis practice leader cybersécurité au sein d'un groupe qui s'appelle Neosoft. Donc, Neosoft, c'est une entité de 1800 personnes qui fait de la cybersécurité, entre autres. On est basé principalement en France avec des actionnaires français, d'où le fait qu'on soit ici au FIC. La genèse de cette conférence, enfin, de cette masterclass, en 2015, on avait fait une première version de notre analyse qu'on avait partagée aux assises de la sécurité sur les facteurs clés de succès et les limites au déploiement d'un service de détection. Et justement, on partait de principes qui étaient assez clairs à l'époque avec nos commanditaires et nos partenaires. Il y a des SOC qui sont inefficaces puisqu'on n'arrivait pas à détecter certains incidents de sécurité qui étaient avérés. Un manque de maturité aussi sur la mise en place des services de détection. Par exemple, quelque chose qu'a très bien fait nos confrères de l'ANSSI dans le référentiel P10, avec une orchestration, une sorte de manuel qualité de la détection d'incidents de sécurité. On met en place une stratégie d'analyse, on collecte des données suffisantes pour répondre à cette stratégie d'analyse et après on met en place une stratégie de notification. Le tout en utilisant une liste d'incidents redoutés. Du coup, c'est quelque chose qui était assez jeune à l'époque. Et du coup, on s'est dit, bon, comment on améliore un service de détection? Ça, on l'a présenté en 2015. En 2023, l'année dernière, j'ai remis au goût du jour cette conférence en disant, OK, maintenant qu'on commence à avoir des systèmes de détection ou des services de détection qui sont plutôt efficaces, on va essayer de valider cette efficacité. Comment on peut faire? Et on est parti sur 3 propositions que je vais vous refaire en introduction. Et la troisième, on va un peu plus la détailler que les autres. Et l'objectif, c'est d'avoir une réflexion sur 2 axes. Un axe plutôt technologique, technique, et un axe plutôt opérationnel. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de reprendre l'ensemble et d'aller plus loin et de vous présenter des résultats de recherche. L'année dernière, on n'avait pas présenté des résultats de recherche, on avait présenté des thèses. Peut-être que notre idée marchera. Et là, l'idée, c'est de vous présenter où on en est arrivé aujourd'hui et comment on mesure l'efficacité de notre propre service de détection à destination de nos clients. Donc, on fait du service managé, globalement. Mais aussi, comment on a pu mesurer l'efficacité d'un service de détection interne chez un de nos clients. Mesurer une efficacité, ça ne peut passer que par des indicateurs. Là-dessus, on a des référentiels d'indicateurs qui sont à peu près clairs. Encore une fois, le référentiel P10 de l'ANSSI exprime des indicateurs. Et des indicateurs, vous en avez plein. Vous avez des indicateurs opérationnels, stratégiques, de performance et de qualité. Mais on sait tous qu'on fait dire un peu ce qu'on veut aux indicateurs. Et les indicateurs, avoir un chiffre, c'est bien. Mais ne pas avoir de seuil, finalement, on est un peu perdu sur ces indicateurs. On va prendre le temps de réaction, et le temps de détection et le temps de réponse à un incident de sécurité. Le fameux TTD et le TTR. Est-ce que parmi l'Assemblée, vous avez déjà mesuré une corrélation entre ces 2 indicateurs? J'ai eu un non dans la salle. Et donc, du coup, nous, notre réflexion, elle est allée un peu plus loin sur ces indicateurs. Une fois qu'on les a fournis, c'est-à-dire qu'on a un dashboard à destination de nos clients ou en interne sur les services de détection, on a un dashboard qui présente des indicateurs qui sont très sympas. On définit des seuils. Au-dessus d'un certain seuil ou en dessous d'un certain seuil, il y a une alarme rouge qui s'allume. Quand c'est un seuil qui est accepté, ça reste vert. Bon, très bien. On va de l'avant. Comment mesurer que l'ensemble de mes indicateurs montrent un service efficace? Et c'est là où on s'est dit qu'il manque un référentiel de données et une réflexion, une maturité sur le sujet. Et en plus des indicateurs, il y a quelque chose qui est difficilement mesurable parce que ce n'est pas une donnée linéaire, c'est l'écosystème. Un service de détection, il peut être que efficace quand on a des processus qui sont clairement définis. Et c'est même la règle d'or. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne peut pas être efficace, ne peut pas être appliqué si les processus d'un service de détection ne sont pas définis, écrits, et en plus de ça,
c'est un peu toujours le plus compliqué, appliqué par les équipes. Comment on fait en sorte d'avoir un manuel qualité pour mes analyses SOC, pour mes ingénieurs qui sont sur le build, pour les personnes qui développent mes playbooks. Et c'est assez important pour garder un niveau de service excellent en termes opérationnels. La data. Un SOC, service de détection, ça engendre de la donnée pour analyser, corréler, et ça va mettre à disposition de la donnée. Et quand on réfléchit comme ça, on se dit en fait cette donnée-là, mise à disposition, il faut l'utiliser. On l'utilise pour monter des indicateurs, mais on ne l'utilise pas pour autre chose. Donc on va y arriver. L'humain. Vous voulez un service de détection qui est efficace, il n'y a pas beaucoup de secrets non plus. Avoir des analystes et une équipe opérationnelle qui est à la hauteur, efficace et qui ne s'ennuie pas en traitant des faux positifs tous les matins, c'est une clé de réussite. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et l'outillage. J'ai fait exprès de mettre un nuage de mots avec plein de mots assez sympas. Et du coup, on s'y perd un peu. On était sur une table ronde tout à l'heure. Finalement, est-ce que l'outillage est un gage d'efficacité? Eh bien, pas forcément. Parce qu'on ne sait pas mesurer l'efficacité d'un outillage. En POC, on sait le faire. Sur 4-5 ans, c'est un peu compliqué. Du coup, il faut reprendre des indicateurs autour de cet outillage-là. Et l'écosystème, la conclusion de ce slide-là, c'est que l'écosystème est un environnement important pour avoir un SOC efficace. On va en parler tout à l'heure. Dans l'écosystème, vous avez une donnée importante d'entrée qui est la politique de sécurité d'un système d'information. Aujourd'hui, quasiment toutes les entités matures ont une PSSI. Est-ce qu'on peut mesurer un lien corollaire entre l'application de la PSSI? J'applique ma PSSI à 90% sur mon système d'information parce qu'il y a des applications résiduelles que je ne peux pas couvrir, et l'efficacité de mon service de détection. Et finalement, ça nous apporte encore de la réflexion qu'on va essayer de valider. Du coup, on va revenir sur une base. L'efficacité d'un SOC, on va l'évaluer sur une maturité technologique et une maturité opérationnelle. Sauf que si on veut être vraiment bon dans cette analyse, cette efficacité opérationnelle et technologique, elle évolue dans le temps. Il y a quelques années encore, on était sur des bases qui étaient complètement différentes qu'aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous m'excuserez, j'en parlerai pas dans ma conférence. Je veux quelque chose de très appliqué. Et aujourd'hui, sur le domaine, on a du mal à avoir quelque chose d'appliqué. Du coup, on va rester sur quelque chose de sensé. Les orchestrateurs, on n'en parlait pas beaucoup encore il y a 10 ans dans le domaine de la détection. Aujourd'hui, il y a un service de détection qui n'a pas d'orchestrateur. On dira sûrement, je parle au conditionnel, qu'il est inefficace. Parce que du coup, on n'arrive pas à répondre en temps et en heure, et surtout à soulager nos analystes sur les faux positifs ou les traitements d'incidents faciles à résoudre. On n'avait pas autant d'analyse de menaces. C'est-à-dire que l'analyse de menaces, c'est un élément préalable au déploiement d'un service de détection, comme un peu une analyse de risque pourrait être un élément préalable. Ce n'est pas forcément une condition, sine qua non au développement d'un SOC. Mais analyser la menace que l'on encourt sur un système d'information ou sur une entité permet d'avoir de la donnée et mettre en place des incidents redoutés et globalement aller plus loin sur ces règles de détection. Surveillance du cloud. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas, clairement. Donc du coup, tout ça se rajoute dans notre mesure d'efficacité. Et en fait, on monte en maturité petit à petit au fur et à mesure de l'évolution des outils. Et en fait, la maturité opérationnelle ou technologique ne s'atteint que dans le temps. Et ce slide-là, il ne sera jamais figé. On parle d'intelligence artificielle, on est ici. Comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité d'un service de détection? Et en fait, si on veut être honnête entre nous, la maturité technologique, on ne l'a pas encore atteint. Donc normalement, je pourrais avoir une flèche ici, intelligence artificielle, et être en dessous de cette ligne de la maturité technologique. Et sûrement, dans 2 ou 3 ans, on atteindra une maturité opérationnelle. Machine learning, c'est un peu la genèse. On a une personne dans la salle qui avait commencé à travailler sur le sujet pour une banque d'investissement. Et du coup, c'était un sujet qui était assez innovant à l'époque. Et on voit que le machine learning est resté un peu en dessous et qu'on va aller assez rapidement vers l'intelligence artificielle. C'est aussi une évolution du côté éditeur qu'il faut qu'on intègre dans notre réflexion. Du coup, on s'est dit, bon, comment, avec tout ce qu'on vient de dire, enfin tout ce que je viens de dire, on met en place un service de détection plus efficace. Et on avait fait 3 propositions. La première,
on modifie le cycle de vie continu d'un service de détection. Ce que vous voyez là, c'est le cycle de vie d'un projet standard. Et en fait, le déploiement d'un service de détection, sa mise en run, c'est un projet assez standard. Du coup, plutôt que suivre un cycle de vie classique où on va prendre une connaissance du périmètre qui est assez important pour avoir un SOC efficace, il faut que les analystes comprennent le périmètre sur lequel ils sont. On intègre, on améliore sur une phase classique de montée en compétences, on lance le run et on rentre dans une zone de confort où finalement on fait des compiles tous les mois ou tous les 3 mois. On fait un comité stratégique par an et ça s'arrête là. Et finalement, il n'y a pas tant d'évolution. Du coup, la première proposition, c'est on fait attention ici, parce que l'efficacité des règles de détection qu'on va mettre en place et du déploiement sur le fait d'être exhaustif sur ce qu'on collecte et ce qu'on analyse, ça va être assez important. Et surtout, on change la dernière zone de confort en une zone d'amélioration. Et c'est là où on va rajouter les comités d'amélioration continue, des COMAC, tous les 2 ou 3 mois, sur, OK, maintenant qu'on est sur une phase de run qui fonctionne plutôt bien, comment on fait de l'amélioration continue? Et globalement, provoquer le fait que l'on échange autour d'un COMAC et le fait qu'on veuille faire de l'amélioration continue nous oblige à en faire. C'est juste un modèle psychologique finalement. Et du coup, nos équipes ont intégré ça dans leurs mœurs et ça a été aussi intégré chez nos clients. Deuxième proposition, le périmètre. On se rend compte de plus en plus que les périmètres deviennent clairement de plus en plus complexes. On parlait tout à l'heure sur une table ronde avec nos confrères du CERT Santé, un exemple dans les hôpitaux. Il y a 10 ans, on n'avait pas de robot connecté qui aidait aux opérations chirurgicales dans un bloc opératoire. Aujourd'hui, on en a. On en a quasiment dans toutes les grandes structures. Ces robots, ils sont connectés. Un mainteneur peut avoir accès à distance à ce robot-là et avoir une action, permettre la réalisation d'une action de ce robot sur quelqu'un qui se fait opérer, vous l'avez compris. Du coup, les systèmes deviennent de plus en plus complexes. On a l'usinage aussi. Dans l'industrie, on commence à avoir des systèmes de plus en plus complexes. Et du coup, on en vient à déployer des services de détection par secteur ou par zone d'activité. On lance l'intégration d'un périmètre. Et une fois que ce périmètre est clairement assimilé par les analystes et clairement bien analysé, que toutes les stratégies sont appliquées, on intègre un nouveau périmètre. Et ces périmètres-là, alors j'ai un schéma d'architecture de base qui devait être, que j'aurais pu présenter, je fais le choix de ne pas le faire, parce que les périmètres, ils sont assez denses. Je vous donne l'exemple d'une usine, pour faire plus simple. Vous avez un système d'information d'entreprise et un système d'information industriel. Ne lancez pas le déploiement d'un service de détection sur les deux en même temps. Laissez le temps aux analystes d'appréhender un des deux systèmes, sûrement celui qui est le plus critique pour vous, avant de lancer l'intégration du second système. Faites des VABF et des VSR, globalement, vérification, bon fonctionnement et de services réguliers, et réalisez des extensions de périmètre. Ce qu'on dit là, ça peut prendre 1 an sur l'espace-temps que vous voyez là, qui n'est pas défini, comme quelques semaines, selon les périmètres, évidemment. Et du coup, à chaque fois, l'efficacité d'un déploiement, d'un service de détection, va passer par des phases projets qui sont assez standards, en fait. Si vous voyez ce que je montre là, normalement, s'il y a des personnes qui ont travaillé sur le référentiel P10, ou s'il y a nos confrères de l'ANSSI qui ont travaillé sur le sujet, on retrouve la stratégie de déploiement standard qu'on a dans le référentiel. On rajoute une vérification de bon fonctionnement et de services réguliers. Et après, on évolue vers la prise en main d'un nouveau périmètre. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, pour le déploiement d'un nouveau périmètre, une certaine analyse de la menace. C'est ce qui va vous permettre de définir une stratégie spécifique à ce nouveau périmètre-là. Et globalement, quand on parle de SIE et de SI industriel, système d'information d'entreprise et industriel, ça va un peu de soi. Et on en arrive à la troisième proposition qui est la plus appliquée pour aujourd'hui. On s'est dit, on trouve, nous, quand on a lancé nos recherches donc en 2015, très peu de modèles de données et de modèles d'évaluation analytiques, mathématiques, qui permettent de mesurer l'efficacité d'un service de détection. Sauf erreur, je dis bien sauf erreur, ça n'existe pas. Il n'y a aucun moment une publication sur, OK, si on utilise cet algorithme ou cette méthode analytique égale, on a un résultat. Du coup, on s'est lancé dans la recherche. Alors, j'y tiens, ce que je vais vous présenter là, c'est un modèle simplifié.
Et en plus de ça, c'est un modèle qui n'est pas fait par des mathématiciens. Ce n'est pas un modèle qui est réalisé par des chercheurs, c'est un modèle qui est réalisé par des ingénieurs qui travaillent tous les jours sur un service de détection. Du coup, ce qu'on va vous présenter là, c'est un modèle simplifié de ce que nous, on utilise tous les jours. Et on est parti sur une base où, encore une fois, on n'est pas des mathématiciens, il fallait qu'on trouve une réflexion. Et on s'est dit assez rapidement que la corrélation, on l'utilise tous les jours. Et comment fonctionne la corrélation? Vous avez ici plusieurs méthodes analytiques de corrélation, d'indicateurs, nous on va parler d'indicateurs, vous allez voir, mais d'événements, qui permettent à un service de détection de remonter une alerte de sécurité. Du coup, on est allé sur le fonctionnement d'un moteur de corrélation. Et on s'est dit assez rapidement, mais en fait, on pourrait corréler des indicateurs pour mesurer l'efficacité d'un service de détection. Et c'est toute la jeunesse de l'histoire. Et du coup, vous avez plusieurs méthodes, on va les tester. Pas ensemble, on les a testés en avance de phase. Et là, l'idée, c'est que je vous fasse une version simplifiée de nos résultats. Et pour ça, il faut un dataset. Si on n'a pas un modèle de données, vous allez me dire, mais Modine, c'est pas très clair, parce que je vais vous présenter des choses, vous allez voir, c'est un peu tordu. Du coup, on va partir sur un modèle de données assez standard. Quel est mon temps de détection? Quel est mon temps de réponse? Quelle est la maturité de mon service de détection? On pourrait utiliser, un peu comme ce qu'on fait sur les CSIRT, une échelle de maturité de 1 à 5. Nous, on a décidé de l'utiliser en tout cas. Quelle est l'efficacité de la formation? On sait évaluer, grâce à nos services de ressources humaines, l'efficacité des formations qui sont données à nos analystes. Et du coup, on a utilisé cette donnée. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser des données autres que juste le SOC en lui-même et ce qu'il produit. Tout à l'heure, dans un de mes slides, non, vous avez vu, il y avait écrit l'humain. Et l'humain, c'est une partie importante. La conformité à la politique, je vais en donner un exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire une corrélation simple entre je mesure l'application de la politique sur mon système d'information et l'efficacité de la détection ou de mon temps de réaction ou de réponse? Et du coup, les erreurs d'analyse. C'est assez important parce que du coup, si on n'arrive pas à savoir si on fait des erreurs ou pas, on a du mal à se projeter aussi sur l'efficacité d'un service de détection. Et en partant de là, on a utilisé les méthodes que l'on voit là. Du coup, on a utilisé, ici le premier exemple, c'est la corrélation de Pearson. La corrélation de Pearson nous permet de mesurer une corrélation linéaire entre deux variables continues. Du coup, c'est facile. On va prendre deux variables continues. On a pris le temps de réponse à un incident de sécurité et le temps de détection de l'incident de sécurité. Plutôt l'inverse, temps de détection et temps de réponse. Et en fait, l'utilité de cette mesure-là va nous permettre d'identifier une relation directe entre le temps nécessaire pour détecter un incident de sécurité et le temps nécessaire pour y répondre. Donc globalement, j'ai tout écrit pour que ça soit aussi un peu clair pour tout le monde, parce que du coup, pour être honnête, moi aussi, parfois, je m'y trompe dans mon discours. Et le résultat est de 1. Et en fait, quand on a une corrélation linéaire de 1, globalement, ça signifie qu'il y a une corrélation parfaite entre le temps de détection et le temps de réponse. Et c'est ce qu'on va voir ici. Le résultat, alors je ne vous mets pas le calcul à chaque fois, mais on les a. D'ailleurs, vous pouvez passer au stand tout à l'heure, on pourra en discuter. Dans notre dataset, on identifie une corrélation linéaire entre le temps de détection d'un incident de sécurité et le temps de réponse sur un incident de sécurité. Et globalement, ils évoluent aussi proportionnellement. C'est un des résultats de l'analyse, c'est que dès que notre temps de détection augmente, de facto, le temps de réponse à l'incident augmente aussi. Et du coup, on a pu mesurer une équation linéaire entre les deux. Du coup, on a une première mesure d'efficacité. Si mon temps de détection et mon temps de réponse ont un résultat de 1, ce qui permet d'avoir un résultat linéaire, alors je sais mesurer l'efficacité d'un service de détection. Dans le négatif, ce n'est pas bon. Dans le positif, on reste sur quelque chose de correct. On va, toujours sur le temps de réponse et le temps de détection, utiliser la méthode de Spearman. Pour le coup, là, on va utiliser une donnée qui est moins normalisée, en tout cas dans la réflexion logique, et on va essayer d'avoir une relation directe entre la maturité du service de détection et la maturité de la formation. Et en fait, il y a une erreur en haut. Hein. Et autant pour moi, ce n'est pas ce qui devait être affiché ici. Et du coup, ici, on a un résultat qui est un peu différent. On a une forte corrélation entre deux indicateurs, encore une fois. On est à 0,76 sur le résultat. Et en fait, ça indique que plus le service de détection est mature, plus on va avoir un service efficace et on va avoir un personnel qui est efficient et du coup qui va réussir à détecter moins de faux positifs, enfin à avoir moins de fautes positives sur son système d'information
parce qu'on va améliorer les règles de détection. Et du coup, on a un classement de données qui nous rend intéressant. Et encore, on est allé plus loin. Est-ce que si j'ai un service de détection efficace parce que j'ai une maturité, j'ai une formation qui est intéressante pour mes analyses, est-ce que je peux avoir un temps de détection qui diminue? Et la réponse est oui. Je ne vous l'affiche pas ici encore une fois parce que ça serait un peu long, mais du coup, c'est des données qu'on a testées avec ce petit dataset. La corrélation de phi, ça va être encore un peu différent. On va utiliser deux variables binaires telles que le respect de la politique et les erreurs d'analyse. On a fait un choix, c'est d'avoir une relation binaire, enfin un résultat binaire. Est-ce que j'applique ou pas la politique de sécurité que j'exige sur mon système d'information? Et en fait, pourquoi on a dit oui ou non? Parce que c'était difficile, on le sait tous quand on fait des audits de conformité, souvent la réponse binaire, elle est non. Parce qu'on a toujours un élément sur son système d'information qui ne respecte pas la politique. Et du coup, on est parti de ce principe-là. Et pareil sur les erreurs d'analyse. Est-ce que je fais des erreurs d'analyse ou pas? Et globalement, ça nous permet d'identifier une corrélation potentielle, pardon, entre la politique, l'application de cette politique, et l'efficacité des analyses, et pas des analystes, hein, c'est important, l'efficacité des analyses. Les analyses, elles sont parfois automatisées. Donc aussi, c'est là où on met en jeu les playbooks qu'on intègre avec nos orchestrateurs. Et ici, encore une fois, on voit qu'il y a une corrélation. C'est fait exprès, hein, je vous montre 3 slides où on voit une corrélation parfaite. Et vous l'avez bien compris, après je vais vous montrer quelque chose qui est assez imparfait. Et à chaque fois sur nos systèmes hein, qu'on supervise, qu'on a une application correcte de la politique, on a une efficacité d'un service de détection qui est avérée. À l'inverse, quand on a une politique qui est très peu appliquée, du coup, on se rend compte que le SOC a énormément de faux positifs. Et du coup, il y a un travail bien plus conséquent de nos analystes à mettre en place pour réduire ce taux de faux positifs et améliorer l'efficacité de détection. Et là, on va aller sur, encore une fois, un quatrième modèle qui est un coefficient de détermination. Et là, il va falloir qu'on parle de régression linéaire. Et en fait, globalement, on n'avait pas de données assez conséquentes dans notre dataset pour valider notre théorie. Et en fait, c'est ce que j'écris un peu ici. Le modèle que nous, on a travaillé ne permet pas d'avoir une réponse liée à un coefficient de détermination. C'est techniquement pas possible. Du coup, on a essayé, même avec des hypothèses, avec le temps de réponse et le temps de détection. Et finalement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'on avait trop d'informations résiduelles et que c'était très peu efficace comme méthode pour détecter l'efficacité d'un service de détection. Et c'est à peu près ce qui s'est passé sur les méthodes de corrélation viscérale. On a essayé des suppositions, encore une fois, et en fait, en essayant cette méthode de corrélation, on s'est rendu compte que assez naturellement, on revenait sur l'algorithme qui était utilisé par la méthode de corrélation de Pearson. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est assez inefficace et autant utiliser la méthode de corrélation de Pearson pour revenir sur notre résultat premier. Vous l'avez compris, je viens de vous montrer 3 méthodes de corrélation. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un modèle analytique ni de données qui permet de mesurer l'efficacité d'un service de détection. C'est le résultat de nos recherches. Et la seule méthode qui existe, ce qu'il faudrait faire globalement, et ce n'est pas qu'il y a un faucon, parce que du coup on est en train de travailler dessus, il faudrait standardiser un modèle de données. Le dataset que je vous ai montré là, il est très léger, et du coup il faudrait moderniser ce dataset-là en intégrant des notions autour de l'orchestration, autour des outils qu'on utilise aujourd'hui, qu'on va utiliser demain, machine learning, intelligence artificielle. Et une fois qu'on a ce modèle de données qui est stabilisé, il faudrait en faire un standard qui soit applicable à tous les services de détection. Et une fois qu'on a fait ça, il faudrait définir un certain nombre de règles de corrélation entre ces données-là et le standardiser, un peu comme on pourrait faire pour standardiser une norme à la destination d'un service de détection. Et on aura un ensemble de modèles analytiques et un ensemble de données permettant de faire les analyses qui pourraient être standardisés pour tous les services de détection. Et si vous remarquez dans mon discours, à aucun moment, j'ai parlé d'une technologie particulière. Tout ce que je vous ai montré là, c'est applicable à un SIEM, c'est applicable à XDR, c'est applicable même à un antivirus, c'est applicable à plein de choses.
Et en fait, c'est assez intriguant, on en arrive en 2024 à ne pas avoir de modèle analytique qui permet de mesurer l'efficacité des outils que l'on a, autre que j'ai réussi à détecter un incident de sécurité et j'ai réussi à répondre. Et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse standardiser ces modèles-là, parce que là, on vous en a présenté plusieurs, pour pouvoir répondre à cette exigence-là qu'on peut nous-mêmes s'appliquer sur nos services de détection. Et on sait qu'un service de détection, ça coûte cher. Et du coup, prouver l'efficacité d'un service de détection, c'est assez important. Aussi bien pour les directions opérationnelles qu'on peut avoir dans des structures que nous, en termes de services managés à destination de nos clients. Et c'est ce qu'on présente depuis peu à nos commanditaires. Normalement, je suis dans les temps. Je suis un peu en retard par rapport aux questions-réponses. Ce que je vous propose, tout ce que je veux montrer là, on peut vous le partager. Il y a des données qui sont encore confidentielles parce que du coup, on travaille sur le modèle de dataset, etc. Et ce que je vous propose, c'est de venir sur notre stand, donc c'est H29, ça doit être tout droit par là, pour échanger sur le sujet. Et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Ou d'ailleurs, si vous avez des idées d'autres méthodes de corrélation ou d'autres indicateurs qu'on pourrait mettre dans le dataset qui est encore une fois plus conséquent que ce que vous avez vu là, on est totalement preneur. Parce que l'idée, c'est de faire travailler à partir de cette année aussi des scientifiques sur ce sujet-là pour qu'on puisse aller plus loin et après travailler avec des organismes de normalisation pour normaliser tout ce qu'on vient de montrer. Merci à tous.